Bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Permettez-moi tout d'abord, un peu tardivement, mais très sincèrement, de vous présenter mes vœux pour chacune, chacun d'entre vous, tous ceux qui vous sont chers, tout ce qui vous tient à cœur. Je salue la présence ce soir dans la salle de notre présidente Nicole Klein et de notre trésorier Francis Samuel, je ne sais pas trop où il se cache, mais bon, peu importe. Voilà. Donc, merci à eux de tout le travail qu'ils déploient pour faire vivre l'association. Merci de votre présence aux différentes activités de l'association, que ce soit la géopolitique, la musique, Shakespeare, les matinées du samedi, un peu congelées peut-être, mais bon, voilà, quand même bien. Et puis donc, ce soir, une de nos conférences mensuelles du cycle Art, qui sera consacrée à l'exposition qui se terminera le 29 janvier à Marmottan-Monet. Et je ne vous cache pas que j'y étais aujourd'hui pour réviser, bien sûr, et que j'ai été à nouveau un peu inquiet de la délicieuse désorganisation qui règne dans ce lieu merveilleux, mais qui est un peu l'objet d'un assaut de présence qu'il a du mal à gérer, mais peu importe. Voilà, alors juste deux choses. Avec l'accord de Nicole Klein, notre présidente fondatrice Marie-Françoise Burgat envisage un voyage plutôt en Italie centrale vers la deuxième partie du mois d'octobre. Vous recevrez le programme, disons, d'ici 3-4 semaines. Il faut que je travaille nous travaillons ensemble avec l'agence pour voir un tout petit peu comment ça va s'organiser. Ce sera Peplum qui s'occupera de ce voyage. Et puis, vous le savez, il y a deux expositions à Paris en ce moment, l'une au Louvre, l'autre à l'Institut du monde arabe, qui sont consacrés à l'Ouzbékistan, aux routes de la soie, bien sûr. Et j'organise entre le 21 avril et le 2 mai un voyage de 11 jours en Ouzbékistan. Nicole Klein a très gentiment accepté que ce voyage soit proposé aux membres de l'association. Et donc, si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il s'agit de 11 jours. Alors, c'est vrai que c'est situé stratégiquement entre des endroits un peu tendus et difficiles, mais voilà, on verra, comme disait l'autre. Alors, le Marmottan a choisi comme affiche de l'exposition une des toiles que Munch a consacrée au soleil entre 1910 et 1913, toile qui, on en reparlera tout à l'heure, mais qui sortent Munch d'un univers, vous le savez, assez troublé et problématique. C'est cette même toile de Munch qui a servi aux éditions Mazan pour faire le catalogue de l'exposition. Et puis, Connaissance des Arts est la seule des revues que nous citons ici régulièrement qui est consacrée un hors-série à l'exposition. Et ils ont choisi comme couverture une toile qui est à l'exposition, qui est due à un peintre français contemporain qui s'appelle Gérard Fromanger. Gérard Fromanger est mort en 2021 et le musée Marmottan-Monet souhaitait lui rendre hommage. Comme il se trouve qu'en 1966, dans une série qui s'appelle Le Tableau en question, Gérard Fromanger a réalisé cette toile qui s'appelle Le soleil inonde ma toile, et où évidemment il représente un feu en train de se liquéfier d'une certaine manière, une intensité jaune en train de se liquéfier. Donc le tableau appartient ou a été installé dans l'exposition en ce moment. Alors, première question, est-ce qu'il y a un air du temps? Puisque, en dehors de cette exposition consacrée au soleil, vous savez que le très beau musée du Havre a consacré entre juin et octobre son exposition d'été, souvent assez prestigieuse et remarquable, au vent. Voilà.
cela qui ne peut être peint. Alors, l'illustration empruntée au baron Gérard était assez étonnante, mais pourquoi pas après tout. Et est-ce que ça veut dire que nous allons bientôt avoir une exposition sur la pluie, sur le brouillard? Peut-être qu'ici, quelque chose de la question climatique et environnementale apparaît dans les préoccupations des conservateurs et des commissaires des expositions, ce qui, après tout, est peut-être aussi une excellente chose. En tout cas, l'occasion est très probablement un anniversaire. Le musée Marmottan-Monet, d'ailleurs, l'a dit clairement. Et cet anniversaire, bien sûr, c'est celui de la réalisation en 1872, c'est-à-dire au moment de l'exposition, 150 ans après, le moment où Claude Monet a produit ce tableau représentant le port du Havre et qui s'appelle Impression, donc Soleil levant. Nous y reviendrons tout à l'heure. Juste, c'est l'anecdote, mais j'ai toujours trouvé cette histoire merveilleuse. Il y avait à Paris, à l'époque, quelqu'un qui faisait un tout petit peu la pluie et le beau temps dans le domaine de la critique d'art. Ce monsieur s'appelait Louis Leroy. Il était né en 1812 et il est mort en 1885. Il était le chroniqueur artistique du Charivari. Et il se trouve que le portrait de Leroy que vous voyez là est bien sûr, on s'y attendrait à l'époque, un portrait de Nadar. Et il se trouve que l'impression Soleil levant a été pour la première fois présentée au public dans le studio, dans l'atelier de Nadar, le 17 avril 1874. Et dans le Charivari, dont il était encore une fois le critique artistique, Louis Leroy, le 25 avril 1874, a rendu compte de sa découverte du tableau de Monet, Impression Soleil levant. Impression, et alors vous le savez, on doit à Louis Leroy le mot impressionnisme, impressionniste, etc. Impression, j'en étais sûr, je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Alors, si vous avez détecté une vague petite dérive ironique, je pense que vous avez raison, hein, voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, ça va plus loin. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Bon, il m'arrive de dire moi-même certaines choses sur l'art contemporain, d'en entendre aussi. Et puis, au bout de quelques secondes, quelquefois de quelques minutes, parce qu'on est un peu incorrigible, je me dis, on est en train de faire du Louis Leroy, là, hein, et donc il faut se méfier, parce que je pense que Louis Leroy, où qu'il soit en ce moment, cette phrase doit lui revenir de temps en temps, d'une certaine manière. Hein, voilà. Alors, aussi initiative intéressante, je trouve, de Marmottan-Monet, dont vous savez évidemment, grâce au fils de Monet, la collection en particulier des œuvres ultimes est assez fabuleuse. Et d'ailleurs, alors là aussi, ceux d'entre vous qui m'ont fait l'amitié d'écouter et de regarder hier soir le 1h, 1h consacré à Joan Mitchell, l'occasion de ce 1h, 1h, c'était la combinaison à la Fondation Vuitton, au rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, d'une comparaison assez, il faut bien dire, fascinante entre la fin de l'œuvre de Monet, vous y reviendrons tout à l'heure, et Joan Mitchell. Et cette exposition n'était pas envisageable sans un partenariat extrêmement proche entre la Fondation Vuitton et le musée Marmottan-Monet. Donc, c'est vrai que, voilà, et le musée Marmottan-Monet, assis sur ce qui n'était que du papier peint, mal peint, mais qui représente quand même une valeur assez importante, peut se permettre de financer voilà, le travail d'artistes contemporains. Et donc, à l'occasion de l'exposition Face au soleil, une artiste contemporaine qui s'appelle Vicky Colombet, qui a une passion pour Monet et en particulier pour Impression Soleil levant, a été invitée à exposer au musée Marmottan en parallèle avec l'exposition, elle n'est pas vraiment dans l'exposition, en parallèle avec l'exposition, un certain nombre de créations
qui lui ont été inspirés par, évidemment, le tableau de Monet, le chef-d'œuvre de Monet. Et vous voyez que, évidemment, vous avez dans l'œuvre de Monet ce reflet du soleil qui se défait à la surface de l'eau en fonction des irrégularités des niveaux et des vagues. Alors, je signale tout de suite, évidemment, qu'on est là au cœur de l'exposition, puisque, au fond, on a 3 noms fondamentaux dans l'exposition. Il y en aura d'autres, rassurez-vous, mais les 3 noms fondamentaux, c'est le nom d'un peintre français du XVIIe siècle, peintre lorrain, en fait, qui s'appelle Claude Gelée, qu'on appelle le Lorrain. Le deuxième nom, c'est Claude Monet. Et puis le nom du milieu, c'est Turner, bien sûr. On reviendra tout à l'heure sur cette position centrale de passage de Turner. Mais voilà, le travail de Vicky Colombet est un travail intéressant parce que, alors on peut ne pas aimer, ça, seulement après Louis le Roi, on se méfie quand même. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça illustre assez clairement quelqu'un que je n'arrête pas de citer ici, donc vous pouvez somnoler quelques secondes, qui s'appelle Harold Bloom, donc très très grand professeur de littérature et d'histoire des idées à Chicago, et qui a écrit ce livre fondamental qui s'appelle The Anxiety of Influence, l'anxiété de l'influence, dans lequel il dit, méfiez-vous, les toiles ont peut-être à voir, enfin les créations artistiques ont peut-être à voir avec la nature, elles ont fondamentalement plus à voir avec les créations artistiques qui les ont précédées. C'est-à-dire que dans toute création artistique, il y a le souvenir d'une œuvre majeure à laquelle à la fois on veut rendre hommage et en même temps avec laquelle on veut rivaliser d'une certaine manière ou par rapport à laquelle on veut se situer. Et vous voyez bien que ce reflet décomposé de la lumière du soleil sur l'eau du port du Havre, on la retrouve ici, on la retrouve là, dans l'œuvre de Colombet, avec inévitablement la présence à la fois des brumes et des fumées. Monet n'est pas quelqu'un qui s'intéresse simplement à des dames en crinoline dans de beaux jardins, même si on y reviendra tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'est pas inconscient, évidemment, d'une industrialisation un peu tardive de la France, mais d'une industrialisation réelle qu'on retrouve ici à travers le thème des cheminées, des fumées qui viennent se mélanger effectivement au brouillard. Et Vicky Colombet donc travaille sur c'est une lecture d'une certaine manière de l'œuvre de Monet qui est à la fois probablement un hommage et puis l'idée de ne pas se laisser enfermer par le pouvoir médusant des chefs-d'œuvre et d'utiliser les chefs-d'œuvre pour rebondir dans sa propre création. J'ai déjà cité je ne sais combien de fois, mais c'est une phrase que j'adore, la phrase de Picasso, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Donc voilà. Et nous terminons donc avec Vicky Colombet et son rapport, évidemment, à Impression Soleil Levant. Le tableau que vous voyez là s'appelle Soleil Levant, justement, série Monet, et daté, bien sûr, de 2022, puisque Vicky Colombet a été contactée à l'avance, bien sûr, par le musée Marmottan, qui lui a proposé le projet qu'elle a accepté. Alors, on ne peut pas faire l'économie quand même d'un petit retour en arrière pour parler de ce que, comme les gens qui savent parler, on appelle un changement de paradigme. Et alors, pour ce changement de paradigme, on est obligé de revenir, bien sûr, à quelqu'un comme Andreas Cellarius. Andreas Cellarius et son Harmonia Macrocosmica, qui a été publié vers 1660-1661. Lui était né probablement en 1596, mort en 1665. Et alors, vous voyez ici, évidemment, là, on vous le dit, hein, le ptole que vous voyez là, hein, le ptole que vous voyez là, c'est évidemment Ptolémée. Hein. Et Ptolémée, c'est quelqu'un qui vous dit la même chose que la Bible. Il avait beau ne pas connaître la Bible, mais très mal probablement, mais il vous dit la même chose, c'est-à-dire la Terre est au centre du monde. Point. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Et le Soleil tourne autour. Bon, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, vous la voyez, elle est là. Bon. Et tout le reste des planètes tourne autour. Et ce monde ptolémaïque, évidemment, il est là, et on aperçoit, si on regarde attentivement, le Soleil qui est là. Hein. Alors le Soleil, il est assez loin, il est après Mercure et Vénus, et bon, voilà. Et c'est ce système ptolémaïque qui nous est parvenu alors par des détours affolants. Parce que l'Almageste écrit en grec, il a dû être un moment, l'œuvre a été traduite en syriaque, de syriaque elle est passée en arabe, et d'arabe elle nous est revenue plus ou moins via
l'école des traducteurs de Tolède, celle qui avait été créée par Federico Wenstoffen, en latin. Donc, à l'époque de la Renaissance, on ne lisait probablement pas Ptolémée dans le texte grec original, mais on lisait dans une traduction latine qui avait été faite à partir de l'arabe lui-même fait à partir du syriaque et le syriaque à partir du grec. Comme quoi, vous voyez, ça circule quand même pas mal. Et c'est vrai qu'à l'exposition est présent cette œuvre de Luca Giordano, une sorte de caravagesque tardif napolitain. Et j'aime bien ce tableau qui fait partie de ceux qui ouvrent l'exposition, où vous avez un astronome qui est en train de dire « mais alors toi, tu es où hein, finalement bon, on te met où hein, ?» Voilà. Parce qu'encore une fois, dans le système ptolémaïque, vous voyez bien que effectivement la Terre est au centre. Elle a évidemment la Lune comme premier satellite, c'est normal. Ensuite, Mercure, Vénus, et puis le Soleil avant Mars. Et alors, évidemment, est arrivé quelqu'un. Bon, voilà, quelqu'un qui était un prêtre polonais. Il ne faut jamais oublier que Nicolas Copernic était un prêtre polonais, parce que c'est ce qui donne son parfum un petit peu de tragédie à l'histoire. Le portrait que j'ai choisi, tous les portraits ne sont pas aussi intéressants. Celui-ci est très intéressant parce qu'on vous dit, c'est un prêtre polonais. Le crucifix est là, le crâne lié probablement à la pratique de la méditation, de la macération, et on avait vu le thème du crâne dans les vanités dans notre rencontre consacrée aux natures mortes. Ça, c'est, j'allais dire un peu sottement, son job. C'est un prêtre de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, polonais de surcroît, et donc voilà. Et puis, il avait un violon dingue. Enfin, ce n'était pas encore un violon dingue, mais il avait un violon dingue. Et ce violon dingue, c'était l'astronomie. Et alors, le problème, et ça, je crois que pour moi, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'un jour, ce qu'il voyait par son violon d'ingre d'astronome n'a plus correspondu à ce qu'il croyait comme prêtre de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. C'est-à-dire que, pour reprendre la terminologie d'Alexandre Poiré parlant de Léonard de Vinci, Nicolas Copernic, il croyait du monde ce que le dogme lui en disait. C'est ce qu'on appelle l'auditus. Et puis, un jour, Nicolas Copernic a regardé le monde et il s'est aperçu, le visus, que le visus ne correspondait pas à l'auditus. Ce qu'il voyait ne correspondait pas plus à ce qu'il croyait. Alors ça, c'est un moment quand même assez complexe. Moi, évidemment, j'ai toujours un tout petit peu tendance à me réfugier dans ce que je crois. Ça m'évite de trop voir. Mais bon, mais je sais que vous êtes beaucoup plus sérieux et beaucoup plus mûr que moi. Et donc, évidemment, vous êtes fidèle à ce que vous voyez et vous renoncez avec courage à vos fausses croyances. Voilà. Et donc, vous le savez, Nicolas Copernic a mis le Soleil au centre de la Terre, au centre du monde, pardon, pas au centre de la Terre, bien sûr, au centre du monde. Il a quand même attendu son lit de mort pour donner le bon à tirer de son livre qui s'appelle Le De Revolutionibus Orbium Coelestium. Attendu le lit de mort parce que je pense qu'il s'est dit que si on devait le déterrer pour le brûler, c'était moins grave. Voilà, c'est un peu prudent. Voilà. Et alors, vous savez, c'est assez extraordinaire parce que je pense que même si il a dit c'est ce que je vois qui est réel, bon, mais le monde a quand même été créé par Dieu. Alors, comment je me débrouille? Parce qu'évidemment, il y a un petit problème. Si vraiment Dieu a créé le monde, alors l'homme est le sommet de sa création, puisqu'il vient le 6e jour, juste avant le week-end, puisque le premier chapitre de la Genèse nous dit que Dieu se repose le 7e. Donc voilà. Maintenant, si vous êtes un bon commercial, où est-ce que vous mettez votre meilleur produit? Vous le mettez au centre de la vitrine, et puis vous disposez le reste autour. Voilà. Donc tout ça, c'était d'une logique absolue. Alors là, on découvre tout d'un coup que le produit de luxe est renvoyé à la périphérie de l'organisation de la vitrine. C'est assez affolant. Et alors du coup, Copernic se dit, mais au fond, bien sûr, quel imbécile, j'y avais pas pensé, les orbites des planètes sont circulaires. Platon nous dit que le cercle est la figure de la perfection. Donc si le monde est construit sur la figure de la perfection, le cercle, et donc le monde vient bien de Dieu. On a fait une erreur de lecture en pensant que la Terre était... Mais les orbites étant circulaires, tout va bien. Et on retrouve chez notre Andreas Cellarius, que vous aviez vu tout à l'heure,
on est passé du système, évidemment, ptolémaïque à la modernité. La Terre est au centre, le Soleil est au centre du monde, pardon, et toutes les planètes tournent autour, y compris la Terre. Et alors, bon, probablement, avant 1543 et avant Copernic, il y avait des gens qui soupçonnaient vaguement que probablement la Terre n'était pas au centre. Ça ne veut pas dire que ça soit l'explication de on est à Milan, à un moment où la dynastie des Visconti s'efface en faveur de la dynastie des Sforza, et vous avez une carte de tarot où vous avez ce soleil à la fois jeune, conquérant, qui semble effectivement dominer le monde, même si la représentation de la Terre en bas peut suggérer que probablement la Terre est stable et que le soleil tourne autour. Voilà. Alors, dans l'exposition, vous avez une allusion à des choses que personnellement, moi, je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes à Nuremberg. Alors, le 14 avril 1561, avec quand même des événements un peu prémonitoires. C'est-à-dire que le 14 avril 1561, il nous est très difficile de savoir ce qui s'est passé vraiment, mais Hans Glaser, qui devait être imprimeur, journaliste, j'allais dire un peu sottement, peut-être un influenceur, Hans Glaser a rendu compte dans un texte qu'il n'est peut-être pas très nécessaire de lire, et puis je ne vais pas le lire maintenant, bien sûr, j'en serais bien incapable. Il a rendu compte par un texte, qu'encore une fois, nous laisserons de côté, mais par des images quand même assez étonnantes. Alors, il faut imaginer que ça, c'est quoi? C'est une sorte de journal, de tract qui est distribué dans les rues, et on a cette étonnante vision d'un monde en disruption. Alors, est-ce que c'est le Soleil qui se plaint d'avoir été trop tard remis dans la position centrale qui était depuis le début la sienne? Est-ce que c'est la Terre qui fait des siennes parce qu'elle ne supporte plus de ne plus être au centre? Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que alors on ne sait pas trop si c'est Glaser qui a fait une autre version ou si c'est quelqu'un d'autre à Nuremberg qui, voyant Glaser, s'est dit il n'y a pas de raison que ce soit que Glaser qui utilise ce qui vient de se passer pour se faire une réputation et faire courir les foules. Mais vous avez aussi cette chose-là qui date aussi du 14 avril 1561, comme c'est marqué en haut, et qui suggère qu'il s'est passé des choses très, très étonnantes dans le ciel de Nuremberg ce jour-là, avec évidemment un texte afférent. Et ça veut dire que très probablement la remise au centre du monde, du soleil, ne s'était pas passée sans évidemment s'accompagner de bouleversements d'un bouleversement de la cosmogonie, de l'organisation du monde, et que ceci a eu un impact probablement assez terrifiant sur un certain nombre de gens auxquels on a tout d'un coup dit ce que vous croyez depuis des générations et que vous croyez à partir d'un texte sacré. Alors les gens savaient bien, toujours la même chose. Bon, quand Christophe Colomb a mis le pied sur le continent américain alors qu'il pensait être au Japon ou en Chine, de toute façon, ça ne pouvait pas être un nouveau continent puisque Noé n'avait que 3 fils et donc après le déluge, après l'opération chasse d'eau, un continent par fils, c'était normal. Et en trouver un 4e, c'était là aussi. Alors là aussi, est-ce que des gens se sont dit, déjà, on avait compris que ça ne marchait pas très bien, ça marche encore moins bien. Enfin, bon, on ne sait pas, mais voilà. Alors bon, abandonnons ça et passons évidemment au thème du soleil et du pouvoir qui est évoqué inévitablement dans l'exposition. Donc, l'héritage de Copernic, c'est la découverte de l'héliocentrisme, le Soleil est au centre, mais les orbites sont circulaires, et donc on arrive à sauver le système. Alors, ce système, c'est un peu celui de l'homme vitruvien. Alors, l'homme vitruvien, vous le savez, c'est cette gravure absolument extraordinaire de Léonard de Vinci, qui est à la Marcienne à Venise. La Marcienne, c'est le côté droit de la Piazzetta quand vous allez vers le bassin de Saint-Marc, et puis en face, vous avez le Palais des Doges. Et l'homme vitruvien, c'est quoi? Vitruve, bien sûr, c'est Marcus Vitruvius Pollio, le seul architecte de l'Antiquité dont nous ayons un traité d'architecture qui nous soit parvenu. Faut se souvenir qu'à l'époque, à Florence, et Léonard de Vinci, c'est quand même quelqu'un qui gravite autour de Florence aussi, inévitablement.
Léonard de Vinci, il est au courant de ce qu'on appelle le débat du Parango à Florence. Hein. À Florence, on se dispute pour savoir quel est le plus grand de tous les arts. Et alors, évidemment, l'idée, c'est la peinture. La peinture, la couleur, en plus, on se gargarise de la perspective qui fait qu'on a l'illusion de la profondeur dans un espace qui reste plat. Bon, merveilleux. Bon. Alors, il y en a d'autres qui disent, bah non, c'est la sculpture. C'est la sculpture, on peut tourner autour, on voit les volumes, c'est la limite, la sculpture descendrait de son piédestal et elle irait se promener parmi nous. Voilà. Et puis alors, vous avez des gens qui disent, écoutez, non, ça n'est ni la sculpture, ni la peinture, c'est l'architecture. Parce que l'architecture est le parangon de tous les arts, c'est le plus important, parce qu'il nous explique en quoi le monde est habitable par l'homme. L'habitabilité du monde par l'homme, c'est l'architecture qui nous l'a dit. Et Vitruve est le seul architecte que nous ayons. Alors, vous le savez, le problème du texte du Vitruve, Marcus Vitruvius Polo, c'est que le texte est sans illustration. Ce qui fera que plus tard, Daniele Barbaro, propriétaire avec son frère Marc-Antoine de la Villa Mazère, demandera à Andrea Palladio de lui faire des illustrations pour, évidemment, le Vitruve. Et alors, vous voyez ici quelque chose qui est fabuleux, hein, c'est-à-dire vous avez l'homme nu, hein, qui, tout d'un coup, étend les bras et les pieds, les membres inférieurs et les membres supérieurs, il touche tangentiellement le carré perfection terrestre et le cercle perfection céleste. Et donc, ce que Léonard de Vinci est en train de vous dire, c'est que la phrase, effectivement, essentielle qui nous vient de l'Antiquité, l'homme est la mesure de toute chose, hein, cette phrase, évidemment, elle est juste. C'est-à-dire que le monde, sous cette forme de perfection céleste circulaire, de perfection terrestre carrée, hein, le monde, effectivement, a été fait pour l'homme et l'homme en est la mesure. Alors, il y a quelqu'un que ça agace un peu. C'est-à-dire que cette manière dont le système a fini par se sauver alors qu'on croyait qu'il était condamné, ou à peu près, voilà. Et donc, Rodolphe II, qui a les moyens, en gros, de vous faire parler, enfin de faire parler les gens, va convoquer, vous le savez, à Prague, quelqu'un qui a construit dans la baie de Copenhague peut-être le premier observatoire astronomique de la modernité. Il s'appelle Tycho Brahe, il ira à Prague, il mourra, il est enterré, pour ceux d'entre vous qui connaissent Prague, bien sûr, dans Notre-Dame de Thine. Et bon, vous le savez, il y a un problème chez Tycho Brahe, c'est le plus grand observateur céleste de l'époque à l'œil nu, puisqu'on n'a pas encore, évidemment, la lunette de Galilée. Et à l'œil nu, il arrive à voir dans le ciel des choses que personne d'autre ne voit. Mais il est incapable de modéliser mathématiquement ses observations. Il n'est pas bon. Et donc, vous avez quelqu'un qui voit, mais qui, d'une certaine manière, ne sait pas trop quoi en faire. Et alors, évidemment, lui vous dit, enfin, il dit à Rodolphe II, écoute, honnêtement, hein, Copernic, c'est n'importe quoi. Hein. Il dit que la Terre n'est pas au centre du monde, la Terre est au centre du monde. Donc, vous voyez que à toute époque, il peut y avoir de fabuleux retours en arrière. Hein, c'est absolument étonnant. Hein. Et donc, la Terre est bien sûr au centre du monde. Et en plus, les orbites des planètes dont il dit qu'elles sont circulaires, elles ne sont pas circulaires, elles sont elliptiques. Alors, bon, Rodolphe II n'est pas mécontent de ça, mais le retour de la Terre au centre l'agace un peu. Et puis surtout le fait que Brahe ne puisse pas prouver ce qu'il dit, autrement que par le compte-rendu d'observations qui ne sont pas très modélisables, encore une fois, et en particulier absolument pas modélisables mathématiquement. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est un coup de génie de Rodolphe II. Hein. Il va faire venir à Prague, évidemment, le plus grand mathématicien de son temps, et qui s'appelle Johann Kepler, et qui est myope comme une taupe. Et alors, vous sentez bien qu'entre celui qui voit tout, mais qui ne sait pas quoi en faire mathématiquement, et le mathématicien fabuleux qui ne voit rien, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle dans mes séminaires en entreprise, un recrutement synergique. Hein, c'est-à-dire que vous allez recruter des gens qui sont différents, là, à charge pour le leader de renverser ces différences assez fortes en des complémentarités finalement riches. Et ce recrutement synergique, il est célébré à Prague, un petit peu au-dessus du château, par cette double statue
où vous avez à droite Tycho Brahe qui regarde le ciel et à gauche Johann Kepler qui n'a pas l'air de voir grand-chose, mais qui a ses instruments mathématiques à la main. Et en fait, Tycho Brahe habitait tout près de l'endroit où est la statue, alors que Johann Kepler était resté dans le centre-ville, de l'autre côté du pont Saint-Charles par rapport au château. Et alors, évidemment, Johann Kepler, lui, alors, va vraiment faire exploser le système, puisqu'il va dire, mais non, la Terre n'est pas au centre du monde, c'est bel et bien le Soleil, comme Copernic l'a dit. Mais où Copernic raconte n'importe quoi, c'est que les orbites des planètes ne sont pas circulaires, elles sont elliptiques. Là, évidemment, c'est un gros problème, puisque ce que Copernic s'était attaché à essayer de démontrer tombe en miettes. Fin du carré et du cercle, et avènement de l'ellipse comme figure représentative du monde. Alors, quand vous irez à Prague, en face de la maison de Johann Kepler pratiquement, vous avez la première chapelle jamais construite sur un plan elliptique. Et là, je vous en souhaite, pour arriver à trouver la dame dans Prague qui a la clé et qui, moyennant 50 € discrètement glissés dans sa main en liquide, vous ouvrira l'endroit, croyez-moi, là, il faut pas mal travailler. Hein. Ça suppose une familiarité avec Prague qui est assez fabuleuse. Voilà. Alors, cet avènement d'ellipse, ben voilà, en 1634, entre 1634 et 1645, Carlo Borromini, à Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines, va évidemment réaliser la première voûte, enfin la première coupole en ellipse. Enfin, il y a deux endroits, enfin, dans Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines, c'est un des endroits les plus essentiels d'Europe. Vous avez évidemment la coupole en ellipse, et puis alors vous avez un cloître qui est à tomber d'inventivité architecturale de la part de Borromini. Et alors, ce qui rend la Via del Quirinale fabuleuse, puisque ceci est au coin, au carrefour des Quatre Fontaines, sur la Via del Quirinale, c'est qu'à 150 mètres sur la droite, hein, ou à gauche en sortant, ça dépend, 150 mètres sur la droite si vous regardez la façade de Saint-Charles, 150 mètres à gauche si vous sortez de Saint-Charles, vous avez le Bernin. Et le Bernin qui, après Borromini, il faut quand même rappeler que Borromini est le premier, réalise cette extraordinaire voûte en ellipse de Saint-André du Quirinal. Et donc, l'ellipse est devenue la figure d'intellection du monde. Alors, ça nous amène où? Ça nous amène le 17 août 1661. Voltaire n'a pas mis 1661 dans le siècle de Louis XIV, parce que tout le monde savait. Mais le 17 août 1661, à 6 h du soir, Fouquet était le roi de France. À 2 h du matin, il n'était plus rien. Alors, si par hasard vous deviez entendre des choses intelligentes dans les minutes qui viennent, ça ne vient pas de moi. Ça vient du livre absolument fabuleux de Paul Morand qui s'appelle Fouquet, dont le sous-titre est tout simplement génial, ou le soleil offusqué. Alors, ce 17 août 1661, donc, vers le milieu de l'après-midi, en carrosse, partent, j'allais dire Loulou, Fifi et Maman, mais Louis XIV, Philippe d'Orléans qui deviendra plus tard le régent, et puis, bien sûr, Anne d'Autriche qui est encore là. Et ils vont où? Ils vont dans la nouvelle propriété du surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Et quand ils vont rentrer dans la propriété, évidemment, le comble de la mode. C'est-à-dire que le grand salon, au lieu d'être un cercle ou un carré tarte et dépassé, le grand salon que M. Levaux a réalisé pour vous le vicomte est en ellipse. On ne peut pas faire plus chic et plus mode. Seulement, il y a aussi une petite intention peut-être politique. Je vous rappelle que l'ellipse a deux foyers. Est-ce qu'il s'agit là de suggérer au roi que le roi n'est pas roi sans ministre? Alors, ministre avec un M majuscule, contrairement au M minuscule. Le M minuscule, c'est un ministre. Le ministre avec un M majuscule, c'est le Premier ministre. Et alors, regardez, voilà, il y a des modèles. Vous vous appelez Armand Duplessis, il se trouve que vous êtes le cardinal de Richelieu. Alors, pas très loin, effectivement, d'une ville où vous avez exercé votre pouvoir de manière un peu ferme, qui s'appelle Loudun, ça devrait vous rappeler des choses, possession, on brûle, voilà, bon. Eh bien, vous construisez un joli château, et
pour qu'on dise que ce n'est pas simplement vous, vous créez une cité idéale. Et quand vous regardez cette cité idéale, ben vous voyez bien qu'il y a deux foyers et que ce qui est suggéré ici, c'est une ellipse. Et que les deux foyers, devinez comment ça s'appelle, la place Cardinalis, oh pardon, j'aurais dû commencer par l'autre, la place Royale et la place Cardinalis. Et si vous ne comprenez pas que Richelieu est en train de dire au roi, rappelez-vous, si l'organisation du monde repose sur la dualité du foyer, vous en êtes un et moi je suis l'autre. Je vous rappelle que tout près de là, vous avez le château d'Armand Duplessis, cardinal de Richelieu, et qu'à l'entrée du château, vous avez deux indices du pouvoir, c'est-à-dire les esclaves de Michel-Ange. Esclaves de Michel-Ange qui, 50 ans avant, étaient devant l'entrée, effectivement, de la résidence du connétable de Montmorency à Écouen. Et donc, les esclaves de Michel-Ange se déplacent au fur et à mesure du... Alors, aujourd'hui, ils sont à Louvre, on n'en parle plus, mais à l'époque, ça se déplaçait au fur et à mesure, effectivement. Et alors, évidemment, le 17 août 1661, c'est important parce que le 9 mars 1661, Louis XIV a enfin poussé un soupir de soulagement. Ouf. D'ailleurs, ce soir-là, il convoque un conseil des ministres et devant tous les ministres, en particulier devant Nicolas Fouquet, surintendant des finances, et que Mazarin, qui ne l'aimait pas, a quand même préparé à lui succéder parce qu'il le considérait comme extrêmement brillant, même s'il ne l'aimait pas beaucoup. Et donc, devant les ministres, y compris Fouquet, Louis XIV dit « J'entends désormais gouverner sans ministre ». Et là, c'est le M majuscule et pas le M minuscule. Et alors, Fouquet, qui est là, écoute et n'entend pas. Et ça, c'est fabuleux, parce qu'il ne peut pas entendre, puisque Louis XIV est en train de parler d'un système dont Fouquet ne peut pas penser, puisque ce système l'exclut de la position à laquelle il se prépare depuis, effectivement, des années. Et alors, je pense que Louis XIV a dû comprendre que le message n'était pas passé, que Fouquet avait écouté, mais n'avait pas entendu, car il reconvoque un conseil des ministres le lendemain matin, le 10 mars, et là, il répète « J'entends désormais gouverner sans ministre ». Et si vous avez vu le film de Roberto Rossellini, ou si vous prenez le temps de le revoir, c'est assez étonnant. Et donc, l'idée, si vous voulez, que l'organisation politique de la France était effectivement un modèle elliptique à deux foyers, le roi et le ministre. Et il est clair que Fouquet avait mis ça en place d'une certaine manière aussi. Ce n'était pas simplement être à la mode, c'était signaler qu'on était parfaitement d'accord avec cette idée qu'en choisissant la forme elliptique pour, évidemment, le grand salon de Vaux-le-Vicomte, ce qui est apparu à l'époque un peu, voilà. Et alors, vous le savez, bon, je suis désolé, je raconte des choses que vous savez probablement par cœur, mais il y a le grand moment. Ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que Louis XIV, suivi de Philippe, probablement suivi de sa mère, puis de Philippe, entre dans le grand salon. Vous avez remarqué que le plafond n'est pas peint. Parce que vous le savez que le 17 août 1661, tout s'est arrêté à Vaux-le-Vicomte. Le lendemain, alors quand je dis le lendemain, c'est idiot, mais dans les jours qui suivent, évidemment, les trois, le Vau, le Brun et le Nôtre, partent tous les trois pour Versailles. Ils ne remettront jamais les pieds à Vaux-le-Vicomte. C'est radical. Voilà. Et donc, le roi, sa mère et son frère entrent dans le grand salon. Et là, alors, qu'est-ce qui est passé par la tête de Fouquet? C'est fou. Fouquet dit, en désignant le plafond, comme s'il s'excusait que tout ne soit pas fini, « Vous voyez, sire, un jour, Monsieur Lebrun peindra sur ce plafond la course du soleil. » Et je ne sais pas si le dessin préparatoire de Lebrun était déjà présent ou non dans la pièce, mais il y est maintenant. Et alors là, c'est comme à Guignol, parce que Louis XIV va poser la question « Et de qui le soleil aura-t-il le visage ?» Et vous avez envie de taper les pieds en disant « Le dis pas, le dis pas, le dis pas. » Et il va le dire. Mais le mien, sire. Et à ce moment-là, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que le système, évidemment, de l'ellipse à deux foyers n'existant plus pour Louis XIV, qui a dit tous les sommets des registres symboliques, l'or, le lion, le soleil, etc., ce sommet des registres symboliques ne peuvent être appliqués qu'au roi. D'où la très belle formule
de Paul Morand, Le soleil offusqué. Et en fait, la vision de Louis XIV, c'est une vision qui est une vision régressive, c'est-à-dire qu'on revient à la vision de Copernic. Le soleil au centre et une forme circulaire de l'univers, tout le reste des aspects du pouvoir tournant comme des planètes, hein, des satellites autour du centre qu'est le roi. Si vous avez l'impression que ça n'a pas forcément énormément changé, je pense que ça n'est pas faux. Hein. Je pense que ce modèle-là a merveilleusement survécu dans la République française. On a coupé la tête au roi et on a transféré ses pouvoirs sur l'État. Et de temps en temps, il y a des gens qui se disent que ce n'est finalement pas une mauvaise idée. Et voilà. Hein. Et alors, vous avez l'épiphanie. Ça, Charles le Brun en 1667, hein, voilà, 6 ans après les événements, qui vous dit, ben voilà, il y a le roi soleil au centre avec sa devise Nec pluribus impar. Bon. Et alors, cette manière d'associer le soleil au pouvoir, on la retrouve dans des choses beaucoup plus anciennes, dans un tableau qui est à l'exposition, qui est la bataille, enfin, il y était, parce que vous savez, l'exposition est assez longue, et il y a à l'heure actuelle des musées qui ne veulent pas que leur tableau reste trop longtemps à l'extérieur d'eux et qui demandent effectivement un retour. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de vérifier ce matin si le Aldorfer, peintre du Danube, y était encore. Il vous représente bien sûr la bataille d'Issos. La bataille d'Issos, c'est le moment évidemment où l'empire, disons, perse, sous la conduite de Darius, va s'effondrer devant la pénétration d'Alexandre. Vous voyez qu'il y a évidemment sur le champ de bataille 2 chars, hein, et que vous avez les 2 astres essentiels, la Lune que vous voyez là, qui comme par hasard est au-dessus du char de Darius le vaincu, et le Soleil, qui comme par hasard est au-dessus du char d'Alexandre le vainqueur. Hein. Le char de Darius donc est là sous la Lune, et le char d'Alexandre est là sous le soleil. Et d'ailleurs, comme probablement Aldorfer se demandait si vous connaissiez l'histoire, il a bien pris la peine d'étiqueter le char de Darius et d'étiqueter le char d'Alexandre. Et donc, cette association entre pouvoir et soleil va se retrouver dans, évidemment, la grande fête qui va se dérouler à Versailles du 7 au 13 mai 1664. Hein. Bon, on aurait voulu que Fouquet soit exécuté. Le Parlement de Paris n'a pas voulu. Hein. C'est l'origine, vous le savez, de la fortune de la famille, enfin de la fortune, non, mais de l'irruption dans l'histoire de la famille d'Ormesson, puisque c'est un d'Ormesson qui va défendre Fouquet, que le Parlement sera sollicité plusieurs fois par Louis XIV pour qu'on accélère la procédure et que Fouquet soit condamné à mort. Et c'est d'Ormesson qui répondra à cette phrase magnifique, hein, le Parlement rend des jugements, pas des services. Donc voilà. Et du coup, Fouquet sera exilé et enfin enfermé à vie à la forteresse de Pignerol où il mourra. Et vous avez, quand vous descendez le parc de Versailles, sur la droite avant d'arriver au Grand Canal, vous avez un endroit qui est très important qui s'appelle le bassin de Lancelade. On oublie que Lancelade, pas vous bien sûr, mais on oublie que Lancelade est le géant qui a conduit le dernier combat des titans contre l'affirmation du pouvoir divin par Jupiter. Si dans ce titan qui conduit le dernier défi au pouvoir de Jupiter, vous reconnaissez Fouquet et dans Jupiter Louis XIV, vous irez voir le bassin de Lancelade et vous verrez que Louis XIV s'est probablement délecté du sort que le bassin donne à Lancelade. Voilà. Donc, le feu d'artifice. Et puis alors, vous voyez, le soleil va se répandre. Hein, voilà. Ça, c'est évidemment le fils du notaire d'Ajaccio qui rentre dans voilà, le mythe solaire du pouvoir. Hein, voilà. Alors, le Turner, là, n'est pas à l'exposition, bien sûr, parce qu'ils ont eu un autre Turner très important et je pense qu'ils ne pouvaient pas avoir. Bon, je vous rappelle que ce Turner, donc, s'intitule « Le téméraire combattant conduit à son dernier bouillage ». Alors, le téméraire combattant, c'est le bateau que vous voyez derrière, bien sûr, hein, qui avait participé à la bataille de Trafalgar et qui est en train d'être entraîné vers une cale sèche où il s'est transformé en bois de chauffage. Et vous sentez bien que l'intérêt du tableau, c'est qu'on est entre deux mondes.
On est entre deux mondes, un monde qui finit, la marine à voile, et un monde qui naît, la marine à vapeur. Et le souci de Turner, bien sûr, c'est que, est-ce que vous avez bien perçu ça? C'est ce qu'on appelle une crise. Une crise, c'est quand il reste encore des éléments d'un monde qui n'en finit pas de mourir et qu'il y a déjà des éléments d'un monde qui ne parvient pas vraiment à naître. Et qu'à ce moment-là, le discernement des leaders, des responsables, est un peu titillé par cette coexistence de. Je vous rappelle qu'il y avait une entreprise assez connue, finalement, à Rochester, dans l'État de New York, qui était spécialiste dans son domaine de la marine à voile, c'est-à-dire, évidemment, la photo argentique. Ils ont même réussi à inventer la marine à vapeur, la photo numérique. Mais ils ont pensé que la photo numérique, ça n'aboutirait à rien et qu'il fallait surtout rester fidèle à la photo argentique. Ils sont morts et ils s'appelaient Kodak, bien sûr. Voilà. Donc, il faut se méfier. Et Turner n'est pas inconscient. Il vous dit, regardez quand même, le passé. Alors, ça vous a une gueule fabuleuse, parce que quand même, la marine à voile, c'est quelque chose. Et alors, j'avoue que c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé. C'est un tableau que je regarde depuis très longtemps. Et maintenant, je me dis, mais au fond, est-ce qu'il n'aurait pas compris qu'il y avait à la fois une puissance, une nouveauté, un surgissement de l'avenir dans la marine à vapeur, mais cette marine à vapeur, elle n'était pas exempte de problèmes. Le côté un peu noir, le côté un peu trapu, court sur pattes, le côté fumé, voilà. Est-ce que par hasard, il n'a pas compris que… Enfin, voilà, bon, peu importe. 1839, et puis alors, ce magnifique travail sur le soleil, où Turner a l'air de vous dire, alors, soleil levant ou soleil couchant? Et il vous dit surtout pas le ou, mais le est. C'est-à-dire que l'intérêt de ce tableau, c'est de vous montrer un soleil qui est à la fois levant et couchant, mais pas pour la même chose. Il est levant pour la marine à vapeur, mais couchant pour la marine à voile. Et cette coexistence du couchant et du levant extrêmement intelligente de la part de Turner renvoie évidemment au problème du discernement du leader. Est-ce que vous allez voir où le soleil se couche et où le soleil se lève? Parce que si par hasard vous vous trompiez, la communauté dont vous avez la charge serait évidemment dans une position extrêmement difficile. Alors, le soleil peut être associé à la chute. Vous avez ici une image, une sorte de tombe d'eau qui a servi probablement de base, ou qui devait servir de base à la peinture sur une coupole encore circulaire, vous le voyez, et qui représente évidemment le char d'Apollon sortant pour éclairer le monde pendant la journée. Alors, Apollon suscite évidemment l'amour, c'est le dieu du soleil, de la chaleur, c'est le dieu des arts. Et donc, Clytie va tomber amoureuse d'Apollon. Et puis, Apollon, malheureusement, va se lasser. Et bon, pour qu'elle ne perde pas tout, il va la transformer en tournesol, que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'en tant que tournesol, elle existera en fonction des mouvements du soleil. Et vous aviez déjà ce thème, évidemment, chez un graveur pas très important du XVIIe siècle, des Flandres du Nord, et vous avez à nouveau ici Apollon qui, délaissant Clytie, avant de l'abandonner, la transforme en tournesol pour qu'elle soit entièrement gouvernée d'une certaine manière par ses mouvements. Alors, voilà, bon, je n'ai pas rapporté ici, mais quand vous pensez qu'on est en 1888 et qu'en 1886, il faisait les mangeurs de pommes de terre, il s'est passé des choses. C'est-à-dire que le climat d'Arles, où la toile a été réalisée, le soleil d'Arles a complètement changé sa vision du monde. Et c'est clair que quand Gauguin est venu, puisque vous savez que Van Gogh avait un projet qui était l'atelier du Midi, c'est-à-dire de constituer une équipe de peintres un peu d'avant-garde qui, en travaillant ensemble au soleil et à la chaleur du Midi, inventeraient une nouvelle manière de peindre. Et vous avez ici Gauguin qui peint Van Gogh en train de peindre les tournesols.
Et Gauguin est probablement bien conscient que la peinture de tournesol dans la carrière de Van Gogh, ça représente un tel changement par rapport à ce qui était le début, évidemment, de sa carrière, ces empattements un peu lourds, cette domination de la couleur noire, ce côté un tout petit peu sordide de la vie des gens, effectivement, du borinage, au milieu duquel Van Gogh s'était improvisé pasteur et aumônier. Hein. Et puis, vous le savez, ça ne s'est pas bien passé parce que Gauguin était venu avec un billet de train payé par Théo Van Gogh, le frère qui travaillait dans une galerie d'art Goupil à Paris, où Vincent l'avait fait rentrer parce que Vincent avait travaillé chez Goupil à Londres. Hein. Et puis, Gauguin s'est aperçu que l'affectivité de Van Gogh à son sujet n'était pas ce qui lui convenait. Et donc, il a récupéré ses affaires avant Noël et il est parti, d'où le fait que Van Gogh s'est tranché l'oreille et est allé la porter à une dame qui avait un tout petit peu accueilli les deux messieurs susnommés. Voilà. Et du coup, dans ces tournesols coupés, il y a probablement quelque chose de… C'est ce que Eliot appelle le corrélat objectif, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas de la manière classique romantique, je souffre, c'est épouvantable, regardez comme je souffre, mais on prend un objet du réel qu'on vous montre dans une position qui probablement est le meilleur moyen d'évoquer la vôtre sans passer par le romantisme du jeu souffrant. Hein, voilà. Alors, autre chose, bien sûr, c'est Goltzius. Goltzius qui est peintre, mais surtout dessinateur et graveur, fin 16e, début 17e, dans les Flandres du Nord, celles qui ont basculé dans la réforme à la suite, évidemment, de Guillaume le Taciturne, et qui sont devenues ce qu'on appelle, évidemment, les Provinces-Unies. Et Goltzius, ici, bien, vous évoque, évidemment, la chute de Phaéton. Alors, Phaéton, c'est qui? Bien, c'est le fils d'Apollon, hein, qui va demander à son père de lui prêter sa voiture, pardon, de lui prêter son char. Parce que c'est quand même une histoire qui n'est pas sans impact contemporain. Évidemment, Apollon a un très beau char, hein, et son fils trouve que peut-être papa pourrait lui prêter. C'est un peu un avertissement pour quand votre fils ou votre fille vous demande de lui prêter, voilà, bien. Et alors, évidemment, ce qui va se passer, c'est que le fils, Phaéton, est incapable de maîtriser les chevaux du char d'Apollon. Donc, c'est le bazar sur Terre, parce qu'on ne sait plus où est le soleil, on ne sait plus bon. Et donc, les paysans en procession vont dire à Jupiter, il faudrait remettre de l'ordre, là, parce que c'est plus possible. Et alors, du coup, évidemment, Jupiter va intervenir et va précipiter Phaéton à terre en libérant le char de l'incapacité de Phaéton à le conduire. Et dans cette version superbe de Sebastiano Ricci, c'est absolument époustouflant comme composition, vous voyez Jupiter qui apparaît ici muni évidemment de la foudre, hein, parce qu'il faut quand même des moyens, hein, et qui évidemment restaure l'ordre dans l'univers, c'est-à-dire évidemment c'est ce qu'on appelle la némésis, hein, après que l'hubris de Phaéton ait menacé l'ordre de l'univers. Le thème vient jusqu'à Gustave Moreau, hein, vous voyez, avec Phaéton ici au milieu qui est en train de suivre la chute des chevaux et du char de son père, pendant que, évidemment, la vengeance des forces obscures est en train d'apparaître. Et vous avez à l'exposition ces deux gravures de Goltzius qui sont assez remarquables, une qui représente donc Phaéton, et puis de l'autre côté, bien sûr, l'autre grande aventure, c'est-à-dire Icare. Alors Icare, vous le savez, c'est quelqu'un qui est le fils d'un monsieur qui a une petite entreprise de labyrinthe, il s'appelle Dédale. Hein, et puis un jour, Dédale en a un tout petit peu assez de vivre sous terre et il se dit, ça serait bien si on pouvait voler. Et il dit à son fils, tiens, je crois que je vais voler. Alors, il ne faut peut-être pas dire au fils tout de suite certaines choses, parce qu'évidemment, le fils dit, ah, mais je veux voler aussi. Et alors, bon, Dédale hésite, puis finalement finit par lui faire des ailes. Et là, il commet la deuxième erreur, il lui dit, surtout, ne t'approche pas trop près du soleil. Et vers le moment où il dit trop près du, il se dit, ah, j'aurais pas dû dire ça, parce qu'évidemment, la première chose qu'il va faire, c'est d'essayer de se rapprocher. Et c'est ce qui se passe, effectivement. Il va se rapprocher trop près du soleil. Et alors, vous avez à l'exposition, ça c'est annonciateur probablement de la fermeture de Capodimonte à Naples. Vous savez que le Capodimonte va fermer pour 1 an et demi, 2 ans. Il y aura donc l'année prochaine Capodimonte, évidemment, va financer les travaux de restauration du musée en expédiant une série de ses chefs-d'œuvre en tournée dans un certain nombre de musées pour que ça rapporte. Voilà. Et donc, ils vont venir au Louvre. Hein. À l'automne prochain, vous aurez, je crois, 60 chefs-d'œuvre de Capodimonte qui seront présentés au Louvre.
Et alors, évidemment, à Capodimonte, vous avez une série de 3 tableaux qui sont présents à l'exposition et qui ont été réalisés par Carlo Saraceni. Carlo Saraceni, bien sûr, c'est l'un des 2 grands disciples de Caravage, l'autre c'est Bartolomeo Manfredi. Et Saraceni a réalisé une série de 3 tableaux sur, évidemment, l'histoire d'Icare. Et alors, vous voyez, la composition ici est intéressante. C'est peut-être pas aussi original que La fuite en Égypte de Carache, qui est à Doria Pamphili à Rome, où vous regardez ce qui s'appelle La fuite en Égypte et vous cherchez désespérément le vieux, la jeune, l'âne et le gamin. Il va falloir avoir un certain temps pour le trouver. Et là, vous comprenez que Carache vous dit, attention, on est en train de changer de sujet dans la peinture. Le sujet sacré s'efface au profit de la représentation du réel. Et là, c'est un peu moins net, mais en même temps, cette idée que les grands récits mythologiques qui servaient à nous expliquer le monde sont en train d'occuper une place de plus en plus réduite dans le tableau et que l'espace réel devient le sujet de la peinture. Normalement, Dédale et Icare devraient être au milieu. Ça, c'est tellement plus naturel. Bon, voilà. Deuxième scène, évidemment, puisque c'est une série de 3 tableaux, la chute d'Icare. Il s'est approché trop près du soleil, il s'éclaire et il tombe. Et les gens regardent pendant que Dédale s'en sort. Et c'est peut-être pas le plus frappant, mais c'est le plus émouvant. Le 3e tableau, évidemment, c'est la mise au tombeau d'Icare par son père après que. Alors, bon, j'ai peut-être à tort, mais il m'a semblé qu'on pouvait associer cette chute d'Icare à un tableau qui a été fait pratiquement un siècle avant, une autre chute d'Icare, vers 1558, par Pierre Bruegel l'Ancien, à Anvers. Chute d'Icare, dont nous avons, toute la critique pense que nous n'avons plus l'original, mais nous avons ce qu'on appelle 2 copies d'atelier. Je vous rappelle que quand vous vouliez un tableau, il n'y a pas de marchand d'art, à l'époque ça n'existe pas, vous allez dans l'atelier du peintre et vous lui dites, eh bien, tu me ferais pas, par exemple, une chute d'Icare. Et si Bruegel l'Ancien vous dit oui, vous revenez 8 jours après, et vous avez à ce moment-là un modello, c'est-à-dire qu'on vous présente une esquisse de ce que sera le tableau si vous le commandez. Et puis, évidemment, vous avez d'autres gens qui vont passer dans l'atelier pendant qu'on est en train de faire votre tableau. Et peut-être que votre tableau, auquel ils n'avaient pas pensé, il va leur plaire. Et ils vont dire à Bruegel, oh zut, moi j'aime beaucoup cette chute d'Icare. Ben oui, Bruegel, mais malheureusement, il est commandé par monsieur Untel ou par madame Untel. Et donc, voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle la copie d'atelier. C'est-à-dire, généralement d'ailleurs, Pierre Bruegel le Jeune, le fils aîné de Pierre Bruegel l'Ancien, va réaliser une copie du tableau de son père avec quelques détails différents pour qu'on ne confonde pas. Et très probablement, ce que vous voyez ici, qui est au Musée royal des beaux-arts de Bruxelles, et ceci, qui est dans un très joli petit musée privé dans la banlieue chic de Bruxelles, à Uccle, qui est un musée qui s'appelle le musée Van Buren, qui est, voilà. Et là, vous avez à la fois le même tableau et pas tout à fait le même, et c'est probablement là aussi une copie d'atelier. Alors, vous voyez que c'est complètement différent de ce que fait là aussi pratiquement 60 ou 70 ans après, quelqu'un comme Jacob Peter Gowie qui travaille avec Rubens. Parce que quand vous regardez évidemment le Bruegel, la grande question c'est où est le sujet du tableau et pourquoi vous avez payé. Puisque la chute d'Icare, elle est là. Donc, au niveau occupation de la toile, c'est quand même assez limité. Mais, très probablement, le commanditaire devait être d'une rare intelligence, et il s'est dit ce que nous disons nous, c'est-à-dire que l'intérêt pour Bruegel, c'était de montrer que les histoires que le monde s'était racontées jusque-là pour s'expliquer comment il fonctionnait, ces histoires ne fonctionnaient plus. Vous vous souvenez, d'une certaine manière, la chute d'Icare, ça appartient à la marine à voile. Aujourd'hui, on entre dans la marine à vapeur. Et n'oubliez jamais que Bruegel peint dans une situation de crise très grave, c'est-à-dire la réforme protestante, le bascule des Provinces-Unies dans le protestantisme, la crise iconoclastique à Anvers, puis la reprise du pouvoir par les Espagnols sous l'autorité du duc d'Albe. Donc ça massacre pas mal, ça brûle pas mal, ça casse pas mal. Et donc c'est cette idée que ce qui nous servait à nous expliquer le monde, aujourd'hui ça ne marche plus. Alors on vous dit quand même, ça c'est clair, le gros problème d'Icare, c'est qu'il est tout seul. Il est tout seul et dans la verticalité, clairement. Donc, voilà. Alors que, regardez le soin qu'a pris Bruegel
ou son fils, de vous peindre des gens qui sont ensemble, qui font des choses différentes sous la responsabilité d'un même capitaine de vaisseau. Bon, voilà. Et puis, cette capacité à faire ensemble à des gens des choses différentes, ça fait avancer le bateau. Et alors que Icare est tout seul, là, on est ensemble. Alors qu'Icare est dans la verticalité, là, on est dans l'horizontalité. Alors qu'Icare, effectivement, reste parallèle à la surface du réel, là, on explore l'épaisseur du réel. Et le tableau est merveilleusement composé parce que, bah oui, au fond du tableau, vous avez ça. C'est-à-dire, vous avez le soleil qui s'en va. Ce qui veut dire quoi? Bien, aujourd'hui, peut-être, ça veut dire que l'intellectuel singapourien qui s'appelle Kishore Mahbubani et qui est à l'origine de cette théorie qu'on appelle the de-westernization of the world, la désoccidentalisation du monde, bien, lui nous dit à peu près la même chose. Le soleil s'en va de l'Occident. Il s'en va ailleurs. Alors, il a beaucoup éclairé l'Occident à un moment, hein, qui a été, d'ailleurs, on commence à nous le reprocher dans certains endroits, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, et puis c'est fini. La désoccidentalisation du monde, effectivement. Alors, tant que la Terre était plate, hein, quand il n'y avait plus de soleil, ben, on pratiquait quelques sacrifices humains, et puis le soleil revenait. Donc, ça s'arrangeait. Mais c'est finalement, est-ce que c'est plus difficile d'imaginer un moment que le soleil ne reviendra pas, ou est-ce que le plus angoissant, c'est pas de se dire, tiens, le soleil va maintenant en éclairer d'autres. Et qu'est-ce qu'on va faire en attendant qu'il reviendra, bien sûr, hein, puisque la Terre est ronde. Mais quand est-ce qu'il reviendra, hein, voilà. Et alors, vous voyez, Bruegel est génial. Hein, il vous dit, en tout cas, n'essayez pas de vous enfermer dans une forteresse pour échapper à, parce que la forteresse, elle est déjà en ruine, donc ce n'est pas la peine. Voilà. Et au contraire, essayez au maximum de vous insérer dans de nouvelles ouvertures, dans de nouveaux circuits, dans de nouveaux développements, sinon vous crèverez la bouche ouverte, c'est tout ça. Hein, voilà. Et alors évidemment, il vous dit clairement, hein, si vous avez le nez rivé sur le bouchon de votre ligne pour savoir si ça mord ou non, vous risquez de ne pas trop regarder la nouvelle configuration du monde et de savoir comment y trouver une place. Hein. Méfiez-vous quand même aussi de gens qui vous disent à longueur de journée qu'il ne faut pas avoir le nez dans le guidon, parce que si vous n'avez pas du tout le nez dans le guidon, les brebis, elles vont tout doucement foutre le camp. Hein, et ce n'est pas très bon non plus. Hein. Et alors, c'est là où il vous met cette figure absolument extraordinaire, dont vous voyez bien qu'elle est centrale. Hein. Moi, je vous dis, alors très honnêtement, la chute d'Icare, j'en ai rien à cirer. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on peut tracer une ligne entre le pied du laboureur et le soleil qui s'en va. C'est parce qu'il y a un ailleurs qui apparaît que ça remet en cause ma manière d'être ici. Ma manière d'être ici est challengée par l'apparition d'un ailleurs. Et à ce moment-là, il vaut mieux s'accrocher. Je ne sais pas si vous avez vu la position du pied dans le sillon, c'est absolument génial. Hein. Alors, il y a évidemment le cheval, il y a, bon, il faut être au boulot, mais ça, c'est super. Paradoxalement, c'est l'émergence d'un ailleurs qui m'oblige à repenser ma manière d'être ici. Hein. Et voilà. Donc, bon, voilà. Alors, soleil est visible. Bien sûr, le soleil permet la couleur. Et évidemment, le drame, c'est quand il y a une éclipse du soleil qui risque de nous conduire dans l'obscurité et la fin de la couleur. Cette couleur, évidemment, elle est particulièrement utilisée par Monet, qui joue assez merveilleusement sur le soleil absent ou le soleil présent. Et c'est vrai que dans ce qui est probablement une des scènes les plus connues de Monet et qui fait qu'on ne regarde pas toujours d'autres choses de Monet, il y a un travail assez magnifique sur le soleil et l'ombre. Vous sentez bien, par exemple, que la trouée de soleil éclaire une partie de la robe, mais qu'une autre partie de la robe est déjà dans l'ombre, bien sûr. Et que tout d'un coup, ce qui semblait être une épiphanie de la mondanité devient peut-être tout à fait autre chose. Une méditation sur l'inévitabilité de l'arrivée de l'ombre. Voilà. Régate à Sainte-Adresse, avec un soleil évidemment qui disparaît derrière des nuages. Et ici, évidemment, un soleil que nous ne voyons pas, mais qui est beaucoup plus présent, même si on est encore à Sainte-Adresse, d'où les parasols et d'où une certaine qualité de la couleur et de l'atmosphère assez étonnante. Hein.
Ici, on est un peu comme dans Paris en ce moment, c'est-à-dire un peu saisi et frigorifié par. Hein. Il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors, évidemment, bon, ça, cette meule que vous voyez à gauche, c'est juste un détail. Bon, elle, elle date de 1891 et bon, Monet était devenu regardable, mais certaines choses de Monet étaient encore un peu problématiques. Qu'est-ce qu'il nous fait avec ces meules là, et ces couleurs étranges, hein. Et donc, ça n'a pas trop trouvé preneur quand c'est sorti sur le marché de l'art. Alors, je vous rassure tout de suite, en 2016, ça s'est vendu 110,7 millions de dollars. Donc, il suffisait d'attendre, finalement. Hein, voilà. Et alors, pour ceux d'entre vous qui m'ont fait l'amitié d'écouter hier soir une heure une œuvre, encore une fois, vous vous souvenez, j'ai essayé très modestement d'éclaircir un tout petit peu cette distinction entre ce que Joan Mitchell reconnaissait chez Monet de l'impression et puis ce qu'elle appelle, elle, le feeling. Elle dit que pour Monet, le paysage, c'est encore une question d'impression. Et donc, ça veut dire quelque part que les formes du réel s'impriment dans l'œil de Monet et qu'elles restent effectivement présentes dans la toile. On sent bien ici que Monet est tenté par l'abstraction. C'est-à-dire que vous avez des formes, d'abord vous avez à l'arrière, vous avez des bandes de couleurs superposées, on n'est pas chez Rothko, mais enfin, bon. Hein. Et puis, au premier plan, vous avez quand même des formes élémentaires, un triangle surmontant une sorte de cercle. Et puis, vous voyez bien qu'il y a une exacerbation de la couleur qui fait qu'au fond, la forme deviendrait de plus en plus, de moins en moins spécifique, de plus en plus géométrique, et les couleurs deviendraient de plus en plus expressives, et voilà. Mais en même temps, ça reste quand même effectivement une description d'une meule au soleil. Hein. Et c'est aussi net, évidemment, ici, avec les deux meules et leurs ombres. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas un reproche que je vous fais, rassurez-vous, mais quand on voit la manière dont Liu Fan, par exemple, travaille sur les ombres des objets qu'il assemble dans ses installations, c'est assez extraordinaire. Et là, à nouveau, moi, je pense que c'est assez fabuleux parce que là, bon, on est en 1891, hein, on est 23 ans avant Carré blanc sur fond blanc. Mais il y a une puissance du blanc qui est assez extraordinaire, avec quand même ces lignes parallèles et puis, voilà, bon, bien. Alors, le soleil et le visible peut conduire, bien sûr, non seulement à la couleur, mais à l'éblouissement. Hein. Vous avez à l'exposition ce très beau port au soleil couchant, qui est en fait le port de Saint-Tropez par Paul Signac, qui date de 1892. Hein, et où vous sentez que le soleil qui a déjà disparu parvient encore quand même à inonder de sa lumière la surface du réel. Et alors là, évidemment, bon, on l'a dit tout à l'heure, mais je crois qu'il faut y venir maintenant, c'est quand même cette idée qu'il y a dans l'histoire de la peinture française quelqu'un qui s'appelle Claude Gelée dit Le Lorrain et qui est probablement le premier peintre qui, dans le déploiement de sa carrière, a fini par mettre le soleil au centre de la représentation. Ce n'est pas le cas encore ici. Hein. C'est un tableau de 1639. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de détails satisfaisants parce qu'il faut bien que vous voyez ici qu'il y a un peintre qui est en train de travailler d'après nature. Hein. Si vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions fait, à l'occasion de cette exposition qui était dans cette fondation hollandaise, dont j'oublie le nom maintenant, sur les études d'après nature et comment, avant l'invention de la peinture en tube et la possibilité donc d'emporter sa peinture avec soi et de la garder liquide parce qu'elle était dans le tube, il fallait faire l'esquisse sur le motif et puis ensuite vite rentrer à l'atelier pour pouvoir travailler à l'atelier sans risque de se retrouver avec une peinture qui avait séché trop vite, ou etc. Et là, on a quand même cette idée que même si on ne peut pas exactement peindre ce que Cézanne appellera plus tard sur le motif, hein, on est quand même obligé de reconnaître que ça n'est qu'en regardant très attentivement à la nature qu'on pourra produire effectivement.
avec probablement chez Claude Joly d'Île-Lorrain, on va y revenir tout à l'heure, cette idée, là aussi, on l'a vu à travers évidemment le Saraceni de Dédale et Icare. J'ai fait allusion à l'Hannibal Carrage de la Doria Pamphilus sur la fuite en Égypte, cette idée que on va encore s'embarrasser d'un sujet noble qui fera que votre tableau appartiendra au grand genre et qui se vendra plus cher parce qu'il appartiendra au sommet de la hiérarchie de l'image. Mais qu'est-ce que c'est embêtant d'avoir à s'embarrasser d'un sujet historique ou mythologique venu soit du monde gréco-latin, soit du monde judéo-chrétien. Et on va essayer de réduire la présence du sujet pour faire apparaître de plus en plus la nature et, dans le cas de Claude Joly d'Île-Lorrain, la manière dont le soleil joue avec le réel. Alors, présent à l'exposition, ce très beau Big Ben de Derain de 1906, là, vous êtes obligé de reconnaître quand même que Derain, un an après, se souvient de l'expérience de l'été précédent à Collioure avec Matisse, c'est-à-dire l'invention du fauvisme. On est dans quelque chose qui, dans la véhémence, l'intensité des couleurs, renvoie à l'expérience de l'exacerbation des couleurs du fauvisme dans l'été précédent à Collioure, qui est le moyen d'échapper à la concurrence de la photographie. Parce que la photographie ne fait pas encore la couleur. Et donc, tant que la peinture exacerbe la couleur, elle échappe évidemment à l'idée que peut-être il n'y a plus besoin de peinture, puisque si l'image, c'est la reproduction du réel, et là, on est en train de vous montrer que l'image, ce n'est pas la reproduction du réel, c'est autre chose. La phrase de Paul Klee que je citais hier soir, la peinture ne reproduit pas le visible, elle rend visible, elle est importante aussi ici. Et alors, vous voyez, c'est non seulement un souvenir de l'été précédent à Collioure, mais c'est aussi une reprise en compte de l'héritage du pointillisme. Tout ce qui se passe autour du soleil, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup regardé Seurat, qui dialoguera plus tard avec Signac, etc. Et alors ici, vous avez la grande expérience. C'est-à-dire que vous sentez bien, alors ça s'appelle l'embarquement de Sainte Paula. Alors je suppose que vous avez une dévotion particulière à Sainte Paula qui fait que vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Mais si par hasard vous n'aviez pas de dévotion particulière à Sainte Paula, je pense que le sujet du tableau va vous laisser un peu indifférent. Et vous vous direz, après tout, c'est quelqu'un qui s'en va dans un bateau, c'est très bien faire une promenade, c'est parfait. Mais ce qui vous apparaît tout de suite très clairement, c'est la confrontation entre la solidité des bâtiments, des architectures à gauche et à droite, et puis progressivement le fait que le soleil non seulement apparaît, mais qu'il se situe exactement dans l'axe central, et que sa puissance lumineuse vient contester la solidité des architectures. Ça, c'est fabuleux. La puissance lumineuse du soleil vient contester la solidité matérielle des architectures. Et là, on est déjà au cœur de Claude Joly. Alors, très intéressant, ils ont cité Vallotton, qui est quand même quelqu'un qui se situe dans l'héritage du Lorrain, qui sait bien qu'il se passe des choses du côté de Collioure, mais voilà. Et il y a quelques très, très beaux, je crois qu'il y en a deux, soleils de Vallotton. On avait parlé de Vallotton ici au moment de la dernière grande rétrospective au Grand Palais, mais c'est vrai que les soleils de Vallotton sont absolument somptueux et ils en ont pris deux magnifiques, avec alors là aussi, c'est pas de l'ordre du photographique. Il y a un travail de construction de l'image par la touche et par la couleur qui est en particulier ici dans les petits nuages répartis entre les zones sombres et les zones lumineuses, extrêmement intelligent et très bien fait. Ça, c'est somptueux. Et alors, vous voyez bien que l'héritage du Lorrain, c'est quand même la manière dont le soleil détermine à la surface de l'eau cette espèce de grande barre qui était verticale, mais qui est en train de devenir horizontale et dont on voit bien que Vallotton est en train de l'abstraire, c'est-à-dire ce sont des formes pures, des petits carrés ou des petits rectangles juxtaposés de formes pures, et puis ceci qui est magnifique. Et alors, évidemment, on est obligé de... Voilà, celui qui avait fait le pas, finalement, c'est lui, c'est Turner. Vous avez ici un tableau qui a été fait par Turner entre 1830 et 1835, qui s'appelle tout simplement Sunset, coucher de soleil, et où on voit bien qu'ici, d'une certaine manière, le regard de Turner a fini par plonger dans la matière même du soleil. Voilà. Alors, pas inintéressant
peut-être ça vous laissera un peu… bon, ils ont voulu, non sans raison, présenter des aspects de modernité un peu originaux, un peu distants. Hein. Ils ont fait en particulier venir 2 tableaux de Arthur Dove. Arthur Dove, c'est quelqu'un qui appartient au groupe de Stieglitz. C'est quelqu'un qui a très bien connu Georgia O'Keeffe, hein, une amie de O'Keeffe et de Stieglitz, avec là aussi, si vous voulez, cette sorte de dérive inévitable vers l'abstraction. On sent ce qu'on avait vu tout à l'heure de manière encore un peu retenue dans les 2 tableaux de Meul de Monet. On voit de plus en plus que les formes ont tendance à devenir une sorte de géométrie quasi pure, hein, et que, alors bien sûr, il y a encore la présence anecdotique. Est-ce que ça, c'est de l'eau? Est-ce que ça, c'est de l'herbe? En tout cas, j'aurais tendance plutôt à penser que c'est de l'eau, et ces bâtiments au bord, voilà, il reste, mais on sent qu'il y a une tension assez extraordinaire entre une aspiration à l'abstraction, aux formes pures, et puis quelque chose qui est encore de l'ordre du descriptif. Chez Dove, ça devient encore plus net, évidemment, ici, où vous avez à la fois l'opposition entre le noir et le clair, entre couleurs chaudes et couleurs froides, et puis tout d'un coup, cette espèce de spirale parfaite qui commence à apparaître dans le soleil rouge. Hein, la toile s'appelle Soleil rouge. Et là, je vous rajoute un tableau de Dove qui n'est pas à l'exposition. Bon, c'est vrai que la peinture américaine bascule dans l'abstraction avec l'expressionnisme abstrait new-yorkais, à cause de la présence d'un certain nombre de peintres européens d'avant-garde qui utilisent New York comme refuge pendant la guerre. Mais quand on voit que ceci date de 36-37, alors Dove regardait les avant-gardes européennes. Mais d'une certaine manière, les avant-gardes européennes avaient déjà produit leur effet sur la peinture américaine dans une sorte d'inévitable aspiration à l'abstraction. Vous avez alors Richard Poussin-Dove, qui est encore plus récent. Évidemment, Dove, c'est les années 20. Hein. Là, c'est les années 60, avec cette idée de montrer comment peut-être le soleil est quelque chose qui est pris dans le fourmillement incessant du vivant, ou alors que le soleil lui-même est le lieu d'un fourmillement incessant d'éléments lumineux qui finissent effectivement par créer la lumière et par vous éblouir. Vous avez ceci aussi qui s'appelle Radiance, hein, voilà, bon. Ils ont voulu mettre ça, ça s'appelle Golden Center, le centre doré. Encore une fois, je trouve que c'est assez courageux de leur part d'avoir su introduire quelques éléments relativement contemporains et un peu déstabilisateurs pour le regard, ce n'est jamais effectivement. Et alors, ils ont même pris de haute Haute-Opienne ce soleil noir, hein, qui date de 1961. Bon. Et on peut difficilement aller la contre, puisqu'après tout, dans notre héritage poétique, nous avons cette formule absolument fabuleuse de Gérard de Nerval, le soleil noir de la mélancolie. Donc là, on ne peut pas dire, mais bon, voilà. Alors, le soleil pour lui-même, bon, ils ont aimé ce Giuseppe Pelliza da Volpedo, peintre italien du début du XXe siècle, que j'aime bien aussi dans la mesure où on voit bien que le soleil, à son extrême intensité, à la fois fait disparaître le reste du visible et en même temps entame la solidité de la matérialité à l'endroit où il la touche. On y reviendra tout à l'heure. Ils ont donc choisi puisque Edvard Munch, dans son aspect sociologique et tragique, était présent à Orsay, eux ont pris le côté finalement assez peu munchien, mais néanmoins intéressant, de ces icônes solaires au bord de paysages de fjords, et où, là aussi, on sent quand même une sorte d'inévitabilité du chemin vers l'abstraction par la fragmentation des rayons, par les zones de couleurs juxtaposées qui sont choisies de manière sinon arbitraire, au moins très, très décalée d'un simple mimétisme par rapport au réel. Voilà, bon, très bien, Edvard Munch. Puis alors, j'avoue que moi, j'ai été assez touché par ça. Ça s'appelle Lever de soleil. Bon, c'est un lever de soleil que je trouve quand même pas d'une gaieté folle. Hein. Les rayons noirs sont assez inquiétants. C'est visiblement un paysage de neige. Et sur ce paysage de neige, vous avez quoi? Un envol d'oiseaux noirs
un peu lourds, qui sont des corbeaux. Je me suis toujours demandé si le peintre avait regardé le dernier chant de blé de Van Gogh. Ce n'est pas impossible. Alors, vous avez reconnu probablement, certains d'entre vous, la signature. C'est Otto Dix, qui deviendra le grand peintre expressionniste de l'après-guerre et qui, dans son expressionnisme, minera complètement les idéaux patriotiques et héroïques de la guerre en transformant ça en un espèce de carnaval à la fois tragique et absurde. Et alors, j'avoue que j'ai été assez étonné quand je me suis approché du tableau et que j'ai regardé la date. La date, pour moi, est devenue saisissante. Ça s'appelle 1913. Enfin, ça a été fait en 1913. Ça s'appelle Lever de soleil et ça date de 1913. Je trouve qu'il y a une sorte de... Bon, c'est toujours facile de parler d'angoisse prémonitoire après coup, hein. Mais je trouve que c'est un paysage qui, en dépit de la présence du soleil, respire une sorte d'angoisse et d'inquiétude. Et alors, on va terminer avec lui, bien sûr. Hein. Ce n'est pas possible de terminer autrement, puisque vous avez présent à l'exposition ce soleil, ce lever de soleil à travers la vapeur. Et évidemment, si vous voulez, ce qui fait Turner, c'est ce regard rétrospectif vers Claude Gelée dit le Lorrain, que vous voyez ici. Hein. Alors, ce n'est pas exactement le Lorrain ultime des deux architectures extrêmement construites et puissantes de chaque côté, mais on sent que de plus en plus le soleil est en train de se déplacer vers le centre et que l'ensemble du réel va s'organiser de façon verticale autour de la centralité du soleil. Et alors, évidemment, cette obsession de Claude Gelée dit le Lorrain, Turner va en faire la sienne, puisque vous avez ici son tableau qui s'appelle Régulus, qui est un tableau qui date de 1828, qu'il a repris dans les années 30. Et là, évidemment, vous sentez bien que, bon, bien sûr, Régulus va devoir retourner à Carthage et ça ne lui fera pas plaisir, mais ça n'a aucune importance. Je veux dire, vous pouvez appeler ça n'importe comment. Ce qui compte, effectivement, c'est au moment où le soleil atteint l'eau, cette manière d'embraser l'eau et de ne pas être d'une certaine façon nié par elle. Et à partir de là aussi, le registre un peu fantomatique dans lequel s'inscrivent et les architectures et la présence humaine. Et ça débouchera finalement sur ce genre de choses qui sont, il faut bien le dire, assez étonnantes. Alors, on oublie parfois, hein, quand Turner mourut en 1851, il légua à la National Gallery Didon construisant Carthage, que vous voyez ici, qui là est vraiment un tableau qui appartient d'une certaine manière à l'essence de... Bon. Et également le lever de soleil à travers le brouillard, que vous voyez ici. Donc, ces deux tableaux de Turner, Turner les lègue à sa mort en 1851, à condition qu'ils soient toujours exposés entre deux tableaux peints par Claude Gelée dit le Lorrain, qu'en anglais on appelle Claude. Vous savez, si on vous parle de toile par Claude, en anglais ça veut dire Claude Gelée dit le Lorrain. Et Turner va choisir les deux tableaux qui appartiennent déjà à la collection de la National Gallery, parce qu'il ne faut jamais oublier que les aristocrates anglais du Grand Tour au XVIIIe siècle, quand ils arrivent, par exemple, à Rome, ils ne peuvent pas acheter de Michel-Ange, de Raphaël, tout ça, c'est dans les familles aristocratiques italiennes ou dans les bâtiments ecclésiastiques, et on ne peut pas acheter du... Voilà. Par contre, on peut acheter des paysagistes franco-romains du XVIIe siècle, c'est-à-dire Poussin, c'est-à-dire Claude Gelée dit le Lorrain, et puis aussi plus tard Salvatore Rosa. Et puis, quand on sera à Venise, on achètera des vélutistes. Mais quand on est à Rome, on achète des paysagistes franco-romains. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait à la National Gallery une très belle collection de Claude Gelée dit le Lorrain, de très beaux coussins. Le propriétaire du château de Petworth, où Turner a passé beaucoup de temps, avait lui aussi des... Voilà. Et alors, donc, les deux tableaux de Claude que Turner a choisi, c'est d'un côté, effectivement, ce port de mer, alors qui représente, paraît-il, l'embarquement de la reine de Saba pour aller voir Salomon. Bon, si vous êtes un peu dubitatif, ce n'est pas très grave. Hein, voilà. Et puis, un autre tableau qu'il appelait le moulin, que lui, Turner, appelait le moulin, à cause du moulin que vous voyez là, et qui est censé représenter le mariage de Jacob et Rebecca. Et alors, aujourd'hui encore, si vous connaissez bien votre National Gallery, vous savez qu'il y a obligatoirement dans la National Gallery une salle, pas toujours la même, où sur le même mur côte à côte, vous allez trouver
évidemment le Claude Gelée dit le Lorrain, l'embarquement de la reine Saba, le Turner de Didon construit en Carthage, le Turner du soleil levant à travers la vapeur et le Claude Gelée dit le Lorrain qu'il appelait le Moulin et qui est en fait, bon, voilà. Alors, bon, certaines personnes, vous savez, les gens ne sont jamais contents, ont toujours regretté que Turner n'ait pas aussi donné l'autre pan du diptyque, puisqu'il a peint un Didon construit en Carthage avec un soleil probablement levant, et donc qui contredit un peu le Lorrain, où d'habitude le soleil descend vers la mer, c'est ça qui l'obsède. Par contre, évidemment, il s'est rattrapé, puisque vous avez ce déclin de l'Empire carthaginois qui fait pair, qui fait diptyque avec évidemment celui-ci, et que Turner n'a pas légué à la nation gallo. Alors, cela dit, vous voyez bien que Turner, là, regarde résolument vers Claude Gelée dit le Lorrain, ne serait-ce que par le choix de ces sujets, qui sont encore largement des sujets qui appartiennent à la hiérarchie académique des genres, c'est-à-dire pour qu'un tableau soit regardable, il faut qu'il représente une scène venue soit évidemment de l'Antiquité gréco-latine, soit des récits fondateurs judéo-chrétiens. Et le problème, c'est comment on se débrouille de l'injonction de Arthur Rimbaud, il faut être absolument moderne. Et alors là, par contre, ça c'est fabuleux, parce qu'ils l'ont, hein, ils ont ça, qui est évidemment un Turner qui, tout en regardant vers le Lorrain, annonce déjà Monet. C'est-à-dire que vous avez le soleil qui joue son rôle d'axe central de la représentation dans le Londres de 1827. C'est clair. Alors, vous le savez, là aussi, c'est un diptyque. Là, vous avez évidemment vers l'embouchure, c'est vers l'est, vers l'embouchure de la Tamise, et là, vous avez vers l'ouest, vers la source de la Tamise. Mais évidemment, celui-ci n'est pas venu, l'autre élément du diptyque, il est tranquillement installé chez lui dans la Frick Collection à New York et il ne s'est pas déplacé. Mais celui-ci est là et c'est un tableau absolument magnifique. D'autant que, outre cette espèce de prise en compte de la puissance solaire héritée de Claude Gelée dit le Lorrain et son refus de l'insérer dans un sujet classique, mais au contraire de l'intégrer dans la modernité, Turner, avec une intelligence fabuleuse, a déposé la tache noire, qui fait apparaître encore plus clairement la manière dont effectivement l'intensité de la lumière du soleil va finir par faire fondre la matérialité minérale de la rambarde, effectivement, qui vous empêche de tomber dans le fleuve. Alors, très beau Pissarro, ça c'est bien parce que, bon, vous le savez, Pissarro a beaucoup peint et quelquefois, alors ils n'en ont pas mis beaucoup, mais ils ont mis celui-ci que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vue de Bazincourt, avec un effet de soleil couchant en 1892. Et puis alors, comment ils ont fait? Je ne sais pas. Mais ils ont obtenu du musée Thyssen-Bornemisza à Madrid le prêt de ce tableau que personnellement j'adore, qui s'appelle Matin de Pâques. Voilà. Alors, bon, ils n'ont pas eu évidemment celui-ci. Et après tout, bon, quand même, c'est très important. Vous avez la femme dans une posture sacerdotale, voilà, face au miracle du surgissement du monde. C'est somptueux. C'est une rouquet-figure, c'est une figure vue de dos classique chez, évidemment, Caspar David Friedrich. Et cette posture sacerdotale qui fait peut-être écho, effectivement, à la phrase finale du deuxième Goethe, l'éternel féminin nous conduit vers le haut. Voilà. Et puis, vous avez cet autre Friedrich que moi j'adore, honnêtement, ces trois femmes, qui sont bien sûr les saintes femmes. Elles vont où? Elles vont au tombeau. Bon. Et puis, ça s'appelle Matin de Pâques, et vous avez ce soleil un peu froid, cette nature qui est encore complètement hivernale, mais elles y vont. Et au fond, c'est elles qui vont faire advenir par leur présence le sens. Et je trouve ce tableau absolument magnifique parce que quelque part, il nous dit, il dépend de nous que chaque matin soit un matin de Pâques. C'est-à-dire que si nous allons au matin avec cette sorte, non pas tant d'un espoir du sens, qu'une détermination à faire surgir le sens du réel, alors effectivement, nous recevrons du réel ce sens que d'une certaine manière, nous avons exigé de manière contemplative et attentive de lui.
Voilà, je vous remercie.